J'ai tendu la main pour serrer celle du nouveau PDG. Il l'a regardé, et a dit d'une voix forte, « Les vieux soldats ont leur place dans les musées, pas dans les conseils d'administration. » La salle a ri. La réunion était enregistrée. Je suis resté calme, et j'ai demandé des clarifications juridiques. 3 jours plus tard, j'ai suspendu son contrat de 65 millions de dollars. Michael Stone est passé juste devant ma main tendue, comme si j'étais un simple meuble de bureau, quelqu'un qu'on avait oublié de déplacer. Il avançait le long de la table de conférence, serrait la main de tout le monde, affichait ce sourire si bien répété, et lançait de petites blagues, ici et là. Quand il est arrivé à ma hauteur, j'avais toujours la main tendue. Il l'a regardé, m'a regardé, puis a continué son chemin. Il n'a même pas ralenti, lorsqu'il a prononcé ces mots, « Les vieux soldats ont leur place dans les musées, pas dans les conseils d'administration. » Je m'appelle Richard Coleman, j'ai 49 ans, et je travaille dans la fabrication aérospatiale depuis 23 ans. J'ai commencé juste après les marines, à l'âge de 26 ans, et j'ai gravi les échelons, d'inspecteur de la qualité à vice-président principal des opérations. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quel coup physique, reçu au cours de mes presque 5 décennies sur cette planète. Quelques personnes autour de la table ont ri. Des rires nerveux, mais des rires tout de même. Quelqu'un a soudainement trouvé ces rapports trimestriels fascinants. Personne n'a prononcé mon nom, et personne n'a rien dit, du tout. Michael a pris sa place en bout de table, toujours debout. Soyons efficaces, a-t-il dit. Nous mettons en place une nouvelle structure de direction. La transformation numérique exige des idées neuves. Ses yeux se sont tournés vers moi, froid comme la glace. Cela signifie éliminer les postes hérités du passé, qui ne s'alignent pas avec nos objectifs d'innovation. Puis, aussi naturellement que s'il commandait son déjeuner, il a ajouté. Richard Coleman, effet immédiat. Pas d'explication, pas d'évaluation des performances, juste quelques applaudissements épars, et un silence inconfortable, tandis que Jennifer Martinez, des ressources humaines, s'asseyait à ses côtés, avec les documents déjà préparés dans les mains. Je me suis tenu bien droit, je n'ai pas interrompu, et je ne me suis pas défendu. Quand des types comme Michael font une démonstration d'autorité, riposter ne fait que nourrir leur spectacle. Il cherchait une réaction. Il voulait que tout le monde, dans cette pièce, le voie dominer quelqu'un de la vieille garde. Au lieu de cela, j'ai attendu qu'il termine son discours, et je me suis tourné vers Jennifer, pas vers lui. Pouvez-vous clarifier un point, pour le procès-verbal, ai-je demandé, en gardant une voix calme. Quand, exactement, ce licenciement devient-il juridiquement effectif? La pièce est devenue silencieuse. Les stylos ont cessé d'écrire. Michael a affiché un sourire mince et impatient. Dès maintenant. J'aurai besoin de l'horodatage exact, en termes juridiques. Ai-je répondu, toujours sur le même ton mesuré. Ce fut le premier instant où son assurance a vacillé. Pas assez pour que les autres le remarquent, mais assez pour moi. Vous savez comment le choc n'éclate pas tout de suite? Il reste là. Tapis, à attendre. C'est exactement là que j'en étais. Ce qui m'est resté en mémoire, ce n'était pas la voix de Michael, ni son sourire narquois. C'étaient les 23 années qu'il venait d'effacer, en une seule phrase. Les souvenirs m'ont assailli, de la manière dont ils le font toujours, quand quelqu'un remet en question ce que vous avez bâti. Des nuits entières passées au bureau jusqu'à 2 heures du matin, pour résoudre des problèmes qui auraient détruit les calendriers de production. La réécriture des protocoles de sécurité. Parce que quelqu'un préférait la vitesse à la précision. La validation des normes de qualité, qui ont évité des catastrophes dont personne n'a jamais entendu parler, précisément parce qu'elles ne se sont jamais produites. Ces moments-là ne s'accompagnaient jamais de louanges. Ils venaient avec un chèque de paie, et la satisfaction tranquille que l'industrie manufacturière américaine fonctionnait,
parce que des gens comme moi veillaient à ce qu'elle fonctionne. Laissez-moi vous parler de mon parcours. J'ai passé 8 ans dans les marines, de 18 à 26 ans, avant de faire la transition vers la vie civile. J'ai fait mon temps, j'ai appris la discipline, puis je suis rentré chez moi, et j'ai commencé chez Coleman Aerospace, en tant qu'inspecteur qualité en 2001. L'entreprise était plus petite à l'époque, comptant environ 400 employés, qui fabriquaient des pièces de précision pour Boeing, et pour de plus petits sous-traitants de la défense. Je comprenais le travail, car j'avais été de l'autre côté de la barrière. Quand vous avez entretenu des équipements qui maintiennent des avions en l'air et des soldats en vie, le contrôle qualité dans le civil semble plutôt simple. En l'espace de 3 ans, je gérais l'ensemble de notre département d'assurance qualité. À la 7e année, j'étais vice-président des opérations, supervisant tout, des relations avec les fournisseurs jusqu'à la livraison finale. La transition entre le monde militaire et le monde de l'entreprise n'a pas été facile. Linda Coleman, mon épouse depuis 26 ans, vous parlera de ses premiers mois, où je me réveillais à 5 heures du matin par habitude, et passais 1 heure à me demander quoi faire de ma journée. C'est elle qui m'a suggéré de m'intéresser à la fabrication aérospatiale. Tu sais comment faire fonctionner les choses correctement, m'a-t-elle dit. Peut-être que cela a de la valeur. Il s'est avéré qu'elle avait raison. Michael Stone est arrivé alors que la majeure partie des fondations étaient déjà posées. Il a hérité de 23 ans de croissance régulière, et a appelé cela sa vision stratégique. Fraîchement diplômé d'un MBA d'une école hors de prix, avec un CV impeccable dans des entreprises du Fortune 500, il tenait des discours très médiatiques sur la disruption numérique. Il s'exprimait avec des mots à la mode, qui ne voulaient rien dire, et se comportait comme s'il avait inventé le concept même de leadership. Mais voici ce que Michael ne comprenait pas, concernant la fabrication. Les relations humaines comptent bien plus que les diapositives PowerPoint. Boeing se moque de votre stratégie de transformation. Ce qui leur importe, c'est que vous livriez des pièces conformes aux spécifications, à temps, et à chaque fois. Ils accordent de l'importance à la confiance, bâtie au fil de décennies de petites promesses tenues. J'avais passé 15 ans à construire ces relations. Dave Thompson, aux achats de Boeing, le général Peterson, à la logistique, et Carol Wilson, à la FAA. Ce n'était pas de simples contacts professionnels. C'était de véritables partenariats, fondés sur le respect mutuel, et sur des performances éprouvées. Michael les considérait comme des inefficacités à rationaliser. Assis là, après mon licenciement, j'ai réalisé une chose précise, et inconfortable. Michael ne savait pas qui j'étais. Pas vraiment. Il ne savait pas ce que je contrôlais, ce que je révisais, ni ce qui nécessitait ma signature avant de devenir opérationnel. Il voyait une ligne de salaire, pas un système. Un centre de coût, pas un point de contrôle. Ce n'était pas seulement de l'arrogance. C'était de la négligence, déguisée en leadership. J'ai ouvert mon ordinateur portable, plus par habitude que par panique. Ma boîte de réception était calme, à l'exception d'un fil de discussion auquel je n'avais pas touché depuis des mois. Une ancienne confirmation, datant de 3 ans avant l'arrivée de Michael. L'objet du message était tout à fait banal, modification de contrat, autorisation du portefeuille aérospatial. À l'intérieur, se trouvait la documentation concernant la délégation de pouvoir liée à nos contrats avec Boeing et la NASA. Des formulations claires, des approbations en bonne et due forme, jamais révoquées. Le nom de Michael ne s'y trouvait pas. Le mien, oui. Je me suis adossé sur ma chaise, sentant quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas une colère qui explose, mais une colère qui se canalise. 23 ans à être celui qui s'assurait que tout fonctionnait. Résumé en un seul fait.
Il ne m'avait pas seulement sous-estimé. Il avait écarté la seule personne qui comprenait où résidait le véritable pouvoir. Si vous avez passé du temps dans l'armée, vous comprendrez ce que je veux dire, quand je dis que cette prise de conscience n'a pas restauré ma fierté. Elle l'a aiguisée. Je ne me suis pas précipité pour agir, après avoir quitté cette salle de conférence. Quand vous avez connu des situations de combat, vous apprenez à attendre le bon moment. On ne réagit pas sous la pression. On évalue, on planifie, puis on exécute. Les faits s'alignaient parfaitement. Je n'étais pas un simple ex-employé. J'étais le signataire autorisé de 95 millions de dollars de contrats aérospatiaux actifs. Laissez-moi vous expliquer comment nous sommes arrivés à ce chiffre. En 2021, Coleman Aerospace a remporté un contrat majeur, pour des composants de moteurs de précision, sur les lignes commerciales et de défense de Boeing. L'accord était structuré en plusieurs phases. Production initiale, livraison continue, et mise à niveau technologique, sur une période de 6 ans. La valeur totale était de 95 millions, répartis sur ces années-là. Nous étions à la 3e année, avec 65 millions encore en attente de paiement futur. C'est le fonctionnement classique dans l'aérospatial. Il paie à mesure que les étapes sont franchies, et non en une seule fois. Des années plus tôt, lors de négociations complexes avec Boeing et la NASA, notre équipe juridique avait insisté sur une autorisation à signataire unique. L'efficacité exigeait de la clarté, et la clarté exigeait une seule signature. Pour les modifications de contrat et les certifications de conformité. La mienne. J'avais revu chaque clause, chaque norme de performance, et chaque disposition pénale dans ces accords. J'avais insisté pour inclure une formulation permettant de suspendre immédiatement les fonds, si le comportement de l'un des partenaires, pendant la durée du contrat, causait un préjudice important aux relations professionnelles. Ce n'était pas un langage théâtral. C'était pratique. La clause était spécifique. Les fonds contractuels peuvent être suspendus immédiatement, sur preuve documentée d'un comportement nuisant à la confiance, ou à la réputation professionnelle, pendant la période d'exécution. Pas d'avertissement, pas de période de régularisation, pas de vote de comité. Le pouvoir reposait uniquement sur le responsable des opérations désigné. C'est-à-dire moi. Voici ce que Michael n'a jamais pris la peine d'apprendre sur les contrats aérospatiaux. Il repose autant sur les relations humaines que sur les spécifications techniques. Boeing travaille avec certains fournisseurs depuis 40 ans, parce que la confiance est primordiale quand il s'agit de sécurité aérienne. Quand j'ai commencé chez Coleman, nous n'étions qu'un fournisseur parmi d'autres, soumettant des offres. À ma 15e année, nous étions devenus un partenaire privilégié. Dave Thompson m'appelait directement, lorsqu'il avait des besoins urgents. Le général Peterson nous incluait dans les discussions de planification, pour les nouveaux programmes d'avions. Ce niveau d'accès ne s'obtient pas grâce à des présentations marketing. Cela se produit parce que vous livrez exactement ce que vous promettez, à chaque fois, et pendant des décennies. Cela se produit parce que lorsque quelque chose ne va pas, et il y a toujours quelque chose qui ne va pas, vous le résolvez discrètement, sans que cela devienne leur problème. Michael considérait ces relations comme dépassées. Trop de temps passé en face à face, pas assez d'automatisation, disait-il lors des réunions stratégiques. Il voulait numériser le processus, pour en éliminer l'élément humain. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ces relations étaient le fondement même sur lequel tout le reste reposait. J'ai vérifié une nouvelle fois les termes du contrat, en lisant lentement, et sans émotion. Michael Stone n'avait jamais vu ces annexes. Il traitait les détails des contrats comme du bruit administratif, faisant confiance au résumé, et déléguant les petits caractères à des gens comme moi. Des gens qu'il considérait désormais comme obsolètes. J'ai ensuite vérifié la politique d'enregistrement de l'entreprise. Chaque
Réunions de direction étaient capturées automatiquement, puis archivées pour la protection juridique et l'examen de la gouvernance. Une pratique d'entreprise standard que Michael connaissait, mais dont il n'avait visiblement pas mesuré les implications, qu'il s'agisse du refus de poignée de main, de ses paroles méprisantes, ou de l'humiliation publique. Chaque seconde était conservée en qualité HD, sous plusieurs angles de caméra. Car notre salle de conférence était équipée pour les appels vidéo avec les clients. La cruauté désinvolte de Michael, la façon dont il avait pris plaisir à embarrasser quelqu'un devant 12 autres cadres, tout cela était enregistré, horodaté, et stocké sur des serveurs auxquels j'avais encore accès en tant que vice-président principal. Jusqu'à ce que mon licenciement devienne officiel, à minuit. J'ai tout documenté méthodiquement, les horodatages exacts, la liste des participants, et les termes spécifiques utilisés. J'ai sauvegardé le fichier sous un nom explicite, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Rien d'impulsif ne s'était produit. Aucune émotion n'était requise. Michael pensait que l'autorité était une chose que l'on projetait à travers l'assurance, et les diplômes de MBA. Je savais, quant à moi, que c'était quelque chose que l'on exerçait par les canaux appropriés, et les procédures documentées. Quand je me suis levé, ce soir-là, mes mains étaient stables. Le système était déjà en marche. Je ne l'avais simplement pas encore activé. J'ai conduit jusqu'à chez moi, à travers des quartiers familiers, en pensant à ce que dirait Linda. Elle avait vécu assez de déploiements militaires pour reconnaître quand j'étais en mode opérationnel. Calme, concentré, et résolvant un problème de manière systématique. Notre maison se trouve sur un terrain d'un demi-hectare, à l'extérieur de la ville. Rien de luxueux, juste une maison de style colonial des années 1990, avec un beau jardin, et assez d'espace pour accueillir nos petits-enfants. Linda était dans la cuisine quand je suis entré, préparant le dîner comme n'importe quel autre mercredi. « Comment s'est passée ta journée » a-t-elle demandé, sans lever les yeux de la cuisinière. « Intéressante » ai-je répondu, Michael Stone m'a licencié. Cela a attiré son attention. Elle a posé sa cuillère en bois, et s'est retournée. Licencié pourquoi? Pour être vieux, apparemment. Il m'a traité de pièce de musée devant toute l'équipe de direction. Linda me connaît depuis 28 ans, et nous sommes mariés depuis 26 ans. Elle m'a vu rentrer de déploiements difficiles, de négociations de contrats qui tournaient mal, et de conseils d'administration qui mettaient ma patience à rude épreuve. Elle sait quand je suis en colère, et quand je planifie. Là, je planifiais. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-elle demandé. Je vais lui rappeler que l'expérience a de la valeur, ai-je dit, et que les contrats ont des conséquences, quand on sait comment s'en servir. Elle a hoché la tête une fois. La compréhension passait entre nous, sans qu'aucune explication ne soit nécessaire. Quand a-t-elle demandé. Vendredi. Laissons-lui quelques jours pour se sentir à l'aise avec sa décision. Nous avons dîné dans un silence agréable. Linda n'a pas demandé de détails, car elle savait que je lui raconterais tout quand je serais prêt. Après 26 ans de mariage, certaines conversations se passent de mots. Elle savait que je ne préparais rien d'émotionnel, ni de vindicatif. Je préparais quelque chose de méthodique, et de professionnel. Ce soir-là, je me suis installé dans mon bureau à la maison, et j'ai établi un calendrier. L'humiliation publique de Michael le mercredi. 3 jours pour qu'il croie avoir gagné. 3 jours pour qu'il commence à mettre en œuvre sa transformation numérique, sans que le vieux soldat ne vienne se mettre en travers de son chemin. 3 jours pour que ces 65 millions de dollars deviennent particulièrement vulnérables. J'ai passé en revue ma liste de contacts. Dave Thompson, aux achats de Boeing. Carol Wilson, à la FAA, et le général Peterson, à la logistique. Toutes ces
Relation que Michael considérait comme inefficace. Tous ces gens qui faisaient confiance à mon jugement, plutôt qu'à des présentations tape à accent grave-l'œil. Le jeudi s'est déroulé calmement. J'ai bricolé dans la maison, réparé un robinet qui fuyait, et travaillé dans le jardin. Linda et moi sommes allés dîner à notre endroit habituel, le restaurant mexicain, où nous nous rendions depuis 15 ans, là où la serveuse connaît notre commande. Avant même que nous soyons assis. Une vie normale qui suivait son cours, tandis que je préparais la chute professionnelle de Michael Stone. Le vendredi matin est arrivé, comme n'importe quel autre jour. Je me suis réveillé à 5h30, sans réveil. De vieilles habitudes de la vie militaire. Linda dormait encore, alors j'ai préparé du café en silence, et je me suis installé dans mon bureau avec le journal du matin. La même routine que je suivais depuis 15 ans. Sauf qu'aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'allais passer un coup de téléphone qui coûterait à Michael Stone plus d'argent que la plupart des gens n'enverraient en une vie entière. J'ai relu les termes du contrat une dernière fois. Tout s'alignait parfaitement. Pouvoir, portée, conditions de déclenchement. Rien de subjectif, rien de personnel. Simplement des affaires menées selon les termes que les deux parties avaient acceptés. À 8h pile, j'ai décroché mon téléphone, et j'ai composé le numéro de Dave Thompson aux achats de Boeing. Thompson à l'écoute. Dave. C'est Richard Coleman de Coleman Aerospace. Je dois invoquer la suspension immédiate du contrat, en vertu de l'article 7b. Pour violation documentée de la conduite professionnelle. Il y a eu une pause. Professionnelle. Brève. Aucune surprise de son côté. Nous travaillions ensemble. Depuis 18 ans. Il comprenait que je ne passerais pas cet appel, à moins que la situation ne soit grave. Bien reçu, Richard. Quelle est la nature de la violation? Humiliation publique de l'agent contractuel désigné, lors d'une session de direction enregistrée. Un comportement qui nuit aux relations professionnelles, et au protocole de confiance. Disposez-vous d'éléments de preuve. L'enregistrement vidéo et audio complet. De multiples témoins. Des preuves horodatées. Une autre. Pause. Plus longue, cette fois. Dave savait ce que cela signifiait. Nous le savions tous les deux. Richard, tu comprends bien ce que tu demandes? Cela suspend 65 millions de paiements imminents, dans l'attente d'une enquête. Je le comprends parfaitement, Dave. Le comportement a été intolérable, et s'est déroulé devant témoins. Il viole toutes les normes professionnelles sur lesquelles nous avons fondé notre partenariat. Quel est le calendrier pour les documents? Mise en œuvre immédiate. La violation s'est produite il y a 3 jours, laissant un délai suffisant pour une résolution interne. Aucune n'a été proposée. Reçu. Suspension effective immédiatement. Tu recevras la notification formelle dans l'heure. La conversation a duré 4 minutes. Pas de drame, pas d'explication, pas de débat. L'efficacité militaire appliquée au contrat d'entreprise. J'ai posé le téléphone, puis je suis allé rejoindre Linda pour le petit déjeuner. Quelque part à l'autre bout de la ville, des systèmes automatisés traitaient déjà la suspension. Des notifications se généraient, des soldes se gelaient, et des dépendances étaient identifiées. Michael Stone s'apprêtait à apprendre que le vieux soldat qu'il avait congédié comprenait le monde des affaires modernes bien mieux qu'il ne l'avait imaginé. L'appel est parvenu à Michael à 10h22. Je n'étais pas là pour voir son visage, mais je pouvais imaginer l'évolution de ses expressions. La confusion, d'abord. Il s'agissait sûrement d'une erreur administrative, puis l'incrédulité, à mesure que les chiffres devenaient clairs. Enfin, la lente et horrible prise de conscience que 65 millions de dollars venaient de s'évaporer des revenus futurs.
de l'entreprise. Dès 11 heures, son calendrier a commencé à se vider, les réunions étant annulées sans explication. Le service juridique a convoqué une session d'urgence. Le service financier a cessé d'envoyer les rapports de routine et a commencé à demander des confirmations pour des tâches qui auraient dû être automatiques. Timothy Roberts, de la comptabilité, m'a appelé à 11h45. Un ancien de la Navy. 15 ans de maison chez Coleman. Richard, qu'est-ce qui vient de se passer? La finance devient folle. Une histoire de contrat avec Boeing. Michael a pris de mauvaises décisions, ai-je dit, et les conséquences commencent à apparaître. Tant mieux, a dit Timothy. Ce qu'il t'a fait était injuste. La moitié de l'entreprise en parle. C'était une nouveauté pour moi. Je pensais que l'humiliation était restée confinée à la salle de conférence de la direction. Le mot s'était propagé. Timothy a poursuivi, Jennifer Martinez en a parlé à son assistante, qui l'a répété à tout le monde en comptabilité. Dès jeudi après-midi, tout l'immeuble savait ce qui s'était passé. Les gens sont en colère, Richard. Tu es respecté ici. J'ai senti un poids s'alléger dans ma poitrine. Pas tout. A fait une revanche, plutôt la confirmation que je ne m'étais pas trompé sur la décence humaine fondamentale. À midi, la compréhension était totale. Michael avait enfin compris. Ce n'était ni une erreur, ni un problème technique. C'était délibéré, exécuté par les voies appropriées, par quelqu'un qui comprenait le système bien mieux que lui. Le marché a réagi avant même que Michael ne puisse rédiger un communiqué public. L'action de Coleman Aerospace a chuté de 15% en bourse, les analystes ayant fait le lien bien plus vite que les dirigeants ne pouvaient y répondre. Quand la confiance disparaît si rapidement, les explications deviennent inutiles. Les gens ont commencé à regarder Michael différemment, non pas avec hostilité, mais avec calcul. Il avait commencé la semaine en décideur. Le vendredi après-midi, il n'était plus qu'une variable dans l'équation d'un autre. L'appel m'est parvenu à 14h15. La voix de Michael était contrôlée, presque amicale, comme si nous étions de vieux collègues discutant d'un léger malentendu. Richard, nous devons parler. Il a commencé par me proposer des incitations financières, des contrats de conseil, des primes de transition, et une reconnaissance publique de ma contribution. Nous avons agi trop vite, a-t-il dit, affichant une humilité feinte, teintée d'une urgence évidente. Je l'ai laissé terminer. Lorsqu'il s'est tu, je lui ai demandé de mettre son offre par écrit. Cela ne lui a pas plu. Le ton a changé. Tu ne peux pas couper les fonds comme ça. Il y a des conséquences pour toute l'entreprise. J'ai répondu en citant des sections du contrat, des numéros de clause, et des termes exacts qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. Article 7b, paragraphe 3, normes de conduite professionnelle pour les agents autorisés. Tu l'as violé, publiquement, et délibérément. Silence. Puis il a réessayé, plus fort cette fois. Tu as nui à la réputation de l'entreprise. Cela nous fait tous passer pour des amateurs. Je l'ai corrigé calmement. L'enregistrement montre que c'est toi qui as nui à ta propre réputation. Je n'ai fait qu'appliquer les conséquences prévues. C'est alors qu'il a cessé de faire semblant de croire à la diplomatie. Il a blâmé les conditions du marché, les processus obsolètes de Boeing, absolument tout, sauf son propre jugement. Si tu n'avais pas surréagi à une simple décision de gestion, rien de tout cela ne se serait produit. Je n'ai pas interrompu sa liste d'excuses. Quand il a eu fini, j'ai dit calmement, ton comportement a déclenché la clause. Rien d'autre. Il sait. Tu, non pas pour réfléchir, mais pour calculer. Que faut-il pour arranger ça? Il n'y a rien à arranger. La procédure s'est déroulée comme prévu. Il a expiré bruyamment, frustré.
Tu avais tout planifié. J'ai répondu honnêtement, je m'y étais préparé. Il y a une différence. L'appel s'est terminé sans résolution. En moins d'une heure, mon téléphone a commencé à vibrer de messages de membres du conseil d'administration demandant des explications, et du service juridique réclamant des documents. Mais les questions ne portaient plus sur l'interprétation du contrat. Elles concernaient le jugement de Michael, la réunion enregistrée, et la raison pour laquelle personne n'était intervenu, alors qu'il humiliait publiquement un vétéran fort de 23 ans d'ancienneté. Dès 16 heures, Charles Wilson, le président du conseil d'administration, a convoqué une session d'urgence pour le lundi matin. Michael n'y était pas convié. Cela m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur la tournure que prenaient les événements. Linda m'a trouvé dans le jardin, ce soir-là, en train d'arracher les mauvaises herbes autour des tomates. Elle n'a rien dit, m'a simplement tendu une bière, et s'est assise sur le banc que nous avions construit ensemble, 10 ans plus tôt. Comment te sens-tu, a-t-elle fini par demander. Fatigué, ai-je répondu. Mais plus en colère. C'est bien. La colère n'est pas une façon de vivre. Nous sommes restés assis dans un silence paisible, à regarder le soleil se coucher derrière les chênes, que nous avions plantés lors de notre aménagement. 26 ans de mariage, et elle savait toujours exactement ce dont j'avais besoin, sans poser de questions. Qu'est-ce qui se passe lundi, a-t-elle demandé. Je pense qu'ils vont me proposer le poste de Michael. Tu vas accepter? J'ai regardé notre jardin, la maison que nous avions transformée en foyer, et la femme qui m'avait soutenu pendant mes déploiements, mes changements de carrière, et tout ce que la vie nous avait réservé. Non. Ai-je dit, je crois que j'en ai fini avec la politique d'entreprise. Elle a souri. C'est bien. Tu mérites mieux que de nettoyer les dégâts de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lundi matin, je me suis rendu au bureau pour ce que je savais être ma dernière réunion. Cette même salle de conférence, où Michael m'avait licencié, semblait désormais différente, plus petite, et d'une certaine façon moins importante. Charles Wilson était assis en bout de table, entouré de 2 autres directeurs. Patricia Stevens, de l'audit, et William Anderson, du service juridique. Jennifer Martinez, des ressources humaines, était particulièrement absente. Une absence très révélatrice. Richard, merci d'être venu, a dit Charles sans préambule. Nous avons visionné l'enregistrement de la réunion de mercredi. Nous devons discuter de ce qui s'est passé, et de la direction à prendre. Je connaissais Charles depuis 12 ans, j'avais siégé à ses côtés dans des comités de planification stratégique. C'était un ancien de l'Air Force, même s'il s'était réorienté vers la finance plutôt que la fabrication. Nous comprenions. Avant de commencer, a-t-il poursuivi, je tiens à ce que tu saches que Michael Stone a été démis de ses fonctions de PDG, à compter de ce matin. J'ai gardé une expression neutre, mais un sentiment d'apaisement s'est installé en moi. Pas de la satisfaction à proprement parler, plutôt une pièce de puzzle qui trouvait enfin sa place. Le conseil d'administration a regardé l'enregistrement 3 fois, a ajouté Patricia Stevens. Ce que nous avons vu était inacceptable, selon toutes les normes professionnelles. L'humiliation publique, le ton méprisant, et le mépris total. Pour tes contributions. William Anderson s'est penché en avant. D'un point de vue juridique, son comportement a créé une exposition importante à des poursuites. La suspension du contrat était entièrement justifiée, au vu des circonstances. Charles a observé mon visage, guettant une réaction. Comme il n'y en avait pas. Il a continué, nous sommes prêts à t'offrir le poste de Michael sur une base intérimaire, le temps de mener une recherche de PDG en bonne et due forme. Rémunération complète de dirigeant, autorité opérationnelle totale, et réhabilitation publique de ta réputation. L'offre était substantielle.
Plus d'argent que je n'en avais jamais gagné. Le bureau d'angle, la voiture de fonction, et les options d'achat d'actions. Tout ce que Michael possédait était maintenant proposé à l'homme qui l'avait jeté. J'ai écouté chaque détail, sans l'interrompre. Quand Charles a eu fini, un silence d'attente s'est installé. 3 dirigeants accomplis attendaient que je me jette sur cette occasion de prendre ma revanche. J'apprécie l'offre. Ai-je fini par dire. Mais je vais décliner. Charles a écarquillé les yeux. Richard, tu as mérité cela. Ce qui s'est passé était mal, et c'est notre façon de réparer les choses. C'est exactement pour cela que je ne reviendrai pas. Je me suis levé lentement, sentant le poids de mes 49 ans dans mes genoux, et dans mon dos. Messieurs, j'ai passé 23 ans à faire fonctionner cette entreprise. Je n'ai pas envie de passer le temps qu'il me reste, à réparer ce que quelqu'un d'autre a brisé. Patricia Stevens a pris la parole, que allez-vous faire? Quelque chose qui compte, ai-je dit, quelque chose fondé sur le respect, plutôt que sur le nettoyage des erreurs des autres. Le trajet de retour s'est fait en silence. Linda m'attendait dans la cuisine, avec du café frais, et un sourire entendu. Comment ça s'est passé, m'a-t-elle demandé. Exactement comme nous en avions parlé. Je suis officiellement à la retraite. Elle a hoché la tête, sans surprise. Nous avions discuté de cette possibilité durant le week-end. Linda avait traversé assez de transitions de carrière pour comprendre quand il était temps de passer au chapitre suivant. Alors, quel est le programme, a-t-elle demandé. Tu te souviens de Timothy Roberts de la comptabilité, l'ancien de la Navy? Il m'a appelé samedi. Il me dit qu'il y a de réelles opportunités pour aider les entreprises détenues par des vétérans, à naviguer dans les contrats aérospatiaux. Apparemment, le bouche-à-oreille a fonctionné après ce qui s'est passé ici. Linda a souri, le réseau frappe encore. Cet après-midi-là, j'ai commencé à appeler d'anciens contacts militaires, qui s'étaient reconvertis dans le conseil au civil. À la fin de la semaine, j'avais posé les bases de Coleman Strategic Consulting, une structure dédiée à l'accompagnement des entreprises de vétérans dans les marchés publics et de l'aérospatial. Le travail n'a rien de prestigieux. Il est méthodique, respectueux, et rentable. Mes clients comprennent la valeur de l'expérience, parce qu'ils l'ont eux-mêmes acquise sur le terrain. Quand je leur explique les termes d'un contrat, ils écoutent. Quand je leur suggère des stratégies pour nouer des relations, ils les appliquent. Personne ne me traite de pièce de musée, ni ne suggère que je suis un poids mort. Ils m'appellent lorsqu'ils ont besoin de résultats. 3 mois plus tard, j'étais dans mes nouveaux bureaux, une petite suite dans un entrepôt réaffecté, qui abrite 8 entreprises appartenant à des vétérans, lorsque Timothy Roberts m'a téléphoné. Richard, j'ai pensé que tu aimerais le savoir. Michael Stone a retrouvé un poste. Tant mieux pour lui, ai-je répondu sincèrement, tout le monde a droit à une seconde chance. Ouais, enfin, c'est peut-être pas si rose. Il essaie de mettre en place la même stratégie de transformation numérique. Il paraît que son nouveau conseil d'administration pose déjà des questions sur son expérience précédente. Je n'ai pas demandé de détails. Michael Stone n'était plus mon problème à résoudre, ni ma victoire à célébrer. Comment vont les choses chez Coleman, ai-je demandé à la place. Mieux. Charles Wilson a repris le rôle de PDG par intérim. Ils ont recruté quelqu'un de l'extérieur pour le poste permanent, quelqu'un qui comprend vraiment la fabrication aérospatiale. Boeing a renouvelé nos contrats le mois dernier. Cela m'a fait sourire. Coleman Aerospace survivrait, et prospérerait. Probablement, sous une direction comprenant ce qu'il fallait faire pour maintenir ces relations cruciales. Et Richard, a ajouté Timothy, merci de lui avoir tenu tête. Cela a compté. Pour nous tous. Ces jours-ci, je me réveille sans alarme. Je passe mes
Matinée avec mon petit-fils, quand notre fille nous rend visite depuis Denver. Et je travaille avec des clients qui apprécient ma contribution, plutôt que de simplement la tolérer. La semaine dernière, j'ai aidé une entreprise d'usinage de précision appartenant à un marine à remporter son premier grand contrat aérospatial d'une valeur de 18 millions de dollars sur 4 ans. Lorsqu'ils ont reçu l'appel de confirmation, le propriétaire, un ancien sergent d'artillerie nommé Torres, avait les larmes aux yeux. « Cela change tout pour ma famille », m'a-t-il dit. C'est ce travail-là qui compte, aujourd'hui. Pas l'ego, ni la vengeance. Juste le fait d'aider des personnes qui ont servi leur pays, à continuer de le faire dans la vie civile. Linda et moi prévoyons un voyage en voiture à travers le pays cet automne, pour visiter des parcs nationaux que nous n'avons jamais eus le temps de voir pendant nos années d'activité. Nous prendrons notre temps, nous arrêtant partout où cela nous semblera intéressant. Notre petit-fils souhaite nous accompagner sur une partie du trajet. Il a maintenant 16 ans, et pense à faire des études d'ingénieur. Le week-end dernier, je lui ai montré comment lire des plans techniques, dans mon atelier. Il a appris rapidement. « Papy, m'a-t-il dit, pourquoi n'es-tu pas resté pour diriger cette entreprise? Tu aurais pu leur montrer comment on fait. » Vraiment. J'y ai réfléchi une minute. Parfois, mon grand, la meilleure façon de gagner, c'est de savoir quand s'en aller. Le véritable succès ne consiste pas à se venger de ceux qui ne vous respectent pas. Il consiste à trouver des gens qui le font. La leçon ne portait ni sur la vengeance, ni sur la justice. Elle consistait à comprendre sa propre valeur, et à la protéger discrètement, professionnellement, et totalement. La véritable autorité ne s'affiche pas avec des mots à la mode, ni avec des bureaux d'angle. Elle agit quand c'est nécessaire, puis elle passe à des choses plus importantes. Michael Stone m'a appris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on exige sur le moment. C'est quelque chose que l'on intègre à son travail, bien avant que quiconque ne vienne la mettre à l'épreuve. Je lui suis reconnaissant pour cette leçon, même si je ne recommanderais pas ses méthodes d'enseignement. Parfois, la plus grande victoire consiste à s'en aller avec son intégrité intacte, en sachant que l'on a construit quelque chose de meilleur, pendant que ceux qui vous ont sous-estimé cherchent encore à comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Le véritable pouvoir ne consiste pas à rendre les coups. Il consiste à bâtir quelque chose qui dure. L'ennemi le plus dangereux de l'arrogance n'est pas la colère. C'est la compétence alliée à la patience. Car tandis que la colère s'éteint rapidement, la compétence, elle, perdure, et frappe exactement au moment où cela compte le plus. La véritable victoire ne se mesure pas à la façon dont vous détruisez votre adversaire, mais à la réussite avec laquelle vous construisez quelque chose de meilleur, pendant qu'il cherche encore à comprendre ce qui s'est passé.